Ok, on fait la coupure déjeuner. Allez à table, là! Marcel, tu viens manger? Oh, ouais, 2 secondes. Ça fait un moment qu'il était là. Le corps était lesté par des isolateurs EDF. Ils ont dû s'accrocher à la souche. C'est ça qui leur a fait remonter. Il y a beaucoup de courant ici. Le corps vient de plus loin, mais d'où? 15 kilos. Il y en a 4. Ça nous fait 60 kilos de lest. Avec ça, ils pouvaient faire le grand plongeon. Avec les numéros de série, EDF pourra nous dire d'où proviennent les isolateurs. Ça nous aidera à localiser le meurtre. Vous avez remarqué la section du fil électrique? Oui, elle est oblique, comme si les fils avaient été coupés avec un sécateur. Vu l'état de décomposition, le corps a dû séjourner dans l'eau pendant plusieurs mois. La victime a été déshabillée, pas de bijoux, pas de montre. Le ou les meurtriers ont tout fait pour nous empêcher d'identifier le corps. Absence de tissu pulpaire au bout des doigts, donc pas d'empreinte digitale. À votre avis, c'est un homme ou une femme? Aucune idée. Le corps est beaucoup trop abîmé, mais l'autopsie nous le dira. Faut calculer la largeur du bassin et la longueur du fémur. C'est pour nous. La SR prend l'affaire. D'accord, Martin. Écoute, je dois voir le procureur, je le préviens que tu diriges l'enquête. Et puis appelle Mathilde, elle a récupéré 3 dossiers de femmes disparues. Ce cadavre inconnu pourrait être l'une d'entre elles. D'accord, Enzo, je te tiens au courant. Anouk? Anouk, attends! Anouk! Attends! T'as été convoqué par le juge? À ton avis? À cause de toi, Marc risque 15 ans pour assassinat. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de ce qu'il a fait. Il a tué un homme, il a dissimulé son cadavre. Une bagarre qui a mal tourné, ils étaient bourrés tous les deux. Depuis, Marc, il touche plus à rien. La cour en tiendra compte. Mais il aurait dû appeler du secours. C'est ça. Et maintenant, la juge dit que Marc a tué ce type pour lui piquer son fric. Le type était dealer, Marc le savait pas, c'est dégueulasse. Et nous, maintenant, avec mon bébé, on fait quoi? Tout le monde s'en fout. Tu vas accoucher quand? Bientôt. Ça te regarde pas. Je peux t'aider? Je peux faire quelque chose? Rien. Surtout, fais plus rien. Plus jamais. Alors, ce cadavre sous le pont, homme ou femme? Impossible à dire pour l'instant. Ah, au fait, ça fait longtemps que le corps était là. Au moins un an. Pourquoi tu as pensé à quelqu'un? Ouais. Élise Martel, disparue, ça va faire 3 ans. Christine Silva, disparue il y a 18 mois. Ou Valérie Vissac, il y a 6 mois. J'ai repris les dossiers, je recommence tout à zéro. Vu l'état de décomposition du cadavre, ça peut pas être Valérie Vissac. C'est plus ancien, j'ai appelé EDF. Les isolateurs qui lestaient le cadavre ont été volés il y a un an au bord de la Garonne, à côté de Rions. On y va. Major Bernier, section de recherche. Bonjour. C'est bien vous qui travailliez là l'an dernier? Oui, à cette époque-là, j'étais d'astreinte tous les week-ends, à cause des orages. Ce matin-là, on a manqué d'isolateur pour remettre les lignes. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un vol dans la nuit. C'était quand la date? C'était il y a un an, le 24 septembre. On l'a signalé à la direction. Voilà. Bon, bah c'était ici. Merci, monsieur. Ça colle pas avec mes disparitions, mais c'est peut-être l'inconnu. On ne sait pas encore si le cadavre est une femme. Par contre, t'as raison. Ça correspond à l'estimation du décès.
C'est ici que l'inconnu a été tué. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le meurtrier a pris les isolateurs parce qu'il les a trouvés sur place. Je ne vois pas venir les voler par avance, les transporter ailleurs. Non. Non. Tu penses à quoi? Difficile pour un homme seul de traîner un cadavre lesté de 60 kilos jusqu'ici pour le mettre à l'eau. Ils étaient au moins 2. J'appelle Nadia, qu'elle fasse venir son équipe. Depuis tout ce temps, la scène de crime est éteinte, non? On sait jamais. Alors, notre inconnu? D'après la forme du bassin, aucun doute, c'est un homme. Un homme? Le légiste situe la mort entre 12 et 18 mois. Ça colle avec le vol des isolateurs le 24 septembre. D'après la forme de son crâne, notre inconnu est de type européen, 40-45 ans, taille 1,80 m, cheveux châtains, aucune trace de fracture osseuse ni d'intervention chirurgicale. Ce qui veut dire qu'il nous reste son ADN pour l'identifier. Bon, on va comparer avec celui des hommes disparus depuis 20 mois. Ah, j'ai également des traces anciennes de scorbut. Le scorbut provoque un déchaussement des dents accompagné de gingivite. C'est la maladie typique des gens qui ne mangent pas assez de légumes, qui ne mangent pas de fruits, donc qui manquent de vitamines. Entre autres, la maladie des marins. Et des taulards. Enfin, début de piste. Le fichier des détenus va nous aider. La cause du décès? Elle est là. Regardez toutes ces taches blanches disséminées ici et là. Un fusil de chasse. Plomb 8. Une ou plusieurs décharges tirées à bout portant. Bon, je résume. On cherchait un homme blanc, la quarantaine, 1,80 m, marin ou ancien détenu, ayant disparu depuis environ 1 an. Ça risque d'être long pour l'identifier. Il y a quelque chose que j'aimerais tenter. Voilà, je vous présente notre inconnu, qui a été nettoyé. Tout l'art est de reconstituer l'épaisseur des muscles, et de rendre vie, en quelque sorte, à ce paquet d'os anonyme. J'en ai à peu près pour une quinzaine d'heures. Reconstruction faciale? Vous comptez faire comment? En 3D? Ah non. Non, ça certainement pas, mon petit Léon. Moi, c'est à l'ancienne. Cire, peinture et pâte à modeler. Attendez, c'est le Moyen-Âge. C'est totalement archaïque. On est au 21e siècle, à l'ère du numérique. Enfin, la vie, c'est pas seulement les mathématiques, mon petit Léon. C'est aussi des émotions, ce qui se dessine sur un visage et qui lui donne son contour. Et c'est tout ça qu'avec un petit peu d'inspiration, je vais essayer de retrouver et de modeler sous mes doigts. Pas du tout scientifique. Non, moi, je peux pas vous aider pour ça. Katia Brissot, la Nouvelle-Aquitaine. Le major Bernier m'a promis des infos avant mon bouclage. C'est bien lui qui s'occupe de l'inconnu du pont, non? Oui, mais vous pouvez pas rester là. Donc vous allez vous asseoir et puis je vais lui en parler. Vous pouvez au moins me dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Je serais ravi de vous aider, mais j'en sais rien. Major? Alors, major, l'inconnu, c'est une femme? Décidément. Désolé, Katia, c'est un homme. Adjudant Delmas, Katia Brissot, une journaliste qui se passionne pour les affaires criminelles. Une de mes amies a disparu il y a 18 mois. J'espérais. Vous parlez de Christine Silva? Oui. C'est moi qui ai repris le dossier. Je m'en occupe. Venez. C'était mon amie d'enfance. Je suis persuadée qu'elle est tombée sur un malade qui l'a tuée. C'est ce que je pense aussi. C'est vrai, vous enquêtez? Alors vous savez qu'il y a eu 2 autres cas semblables aux siens. Elles ont disparu de la même façon. Vous observez bien? Cette histoire me hante. J'en ai un dossier épais comme ça chez moi. Va falloir qu'on parle. Quand vous voulez. De toute façon, je vais suivre cette affaire de l'inconnu. Faites-moi confiance, je vais pas vous lâcher. Mathilde, vous en êtes où avec ces femmes disparues? Je rencontre leurs proches. J'essaie d'en savoir le maximum. Parce qu'on n'a relevé aucun lien entre elles. Il y a au moins un point commun. Elles se sont toutes volatilisées sur un trajet près de leur domicile. Alors, descente de bus, sortie de gare, jogging. Comme si un type les avait abordées et savait où elles se rendaient. Vous pensez à un tueur en série? Oui. Pourtant, ces femmes étaient toutes de fortes personnalités. Profession libérale, cadre supérieur. Pas la proie idéale pour un tueur qui aime humilier ses victimes, non? Mais justement, Élise et Valérie avaient de graves problèmes affectifs avant leur disparition. Elles étaient déstabilisées. Les psychopathes sentent tout de suite ce genre de choses. Et Christine Silva? Celle-là, je sais pas, elle a plus de famille.
Je viens de croiser une journaliste qui la connaît et qui va m'en parler. Ah, Major, la couverture qui enveloppait l'inconnu, c'est une banale couverture de rando. J'ai de micro-particules végétales. Vitis vinifera, le fruit de la vigne, du raisin. 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 Vendange. Zone viticole. Rion, c'est l'entre-deux-mers. Région de très bon cru. Bon courage. Merci. Bon, bah demain. Quand même, en numérique, il y aura déjà une ressemblance. Ah, mais tu es de parti pris, mon petit Léon. Ouais, ça se peut. Bon, bonne nuit, mon capitaine. Bonsoir. Vous êtes sûr que c'est lui? D'accord. Et votre mari a disparu depuis combien de temps? Une semaine. Alors, le fichier des taulards? Pour trouver notre inconnu? Je fais défiler les types de plus de 40 ans qui ont été libérés. Ça fait du monde. Major, Oui? j'ai le patron d'un café à Rions. Il pense avoir reconnu un type qui faisait les vendanges il y a 1 an. Ça serait un certain Francis Delcourt. Et Rion, c'est l'endroit des isolateurs? Oui. Francis Delcourt, tu dis? Oui, Major. On va voir. Delcourt. Francis Delcourt. C'est ressemblant. 20 ans de prison pour meurtre, libéré il y a 3 ans. Mais qu'est-ce que ce type est venu faire à Rions? Vous connaissez? Oui. Ouais, c'est lui, c'est Delcourt, un gars du Nord. C'était il y a 1 an. Il s'était fait embaucher pour les vendanges au château d'Iron. Il est pas resté longtemps, hein. Les Moujats l'ont viré. Les Moujats? Oui. Le propriétaire du château. C'est un des meilleurs crus de la région. Vous l'avez vu quand, Delcourt, pour la dernière fois? Vous vous rappelez? Ah bah un peu, oui. C'était le soir de la bagarre, la veille de la fête des vendanges. Bah, t'étais là, toi, André, tu te souviens? Vous vous souvenez de la date? La fête, c'était 24 septembre, c'était la veille. Bah, vous savez, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Alors les saisonniers, il faut bien qu'ils s'occupent. Hein. Et les cartes? Ça démarre à 20 centimes le jeton, jusqu'à 1 euro. Bah, Sylvain Dubois, c'est un saisonnier, il a l'habitude de doubler sa paye au poker. Ouais, sauf que ce soir-là, avec Delcourt, il est tombé sur un os. Et voilà. Merci. Espèce de sale tricheur. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai pas bien entendu. Je te dis que tu triches. Personne me traite de tricheur ici. C'est clair? Ben ça suffit. Allez jouer ailleurs. Moi, je veux pas de bagarre chez moi. Pour un saisonnier, il avait une sacrée voiture. Et Delcourt, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Bon, j'ai jamais revu, moi. Mais il logeait où, au village? Au début, il logeait au château. Les Mougins logeaient saisonniers le temps des vendanges. Non, je veux dire après qu'il ait été viré. Moi, j'en sais trop rien, moi. Toi, André, t'es au courant? André? Pessac. André Pessac. Dormait à droite à gauche. Celui qui l'a traité de tricheur, c'est qui? Sylvain Dubois, un gars du coin.
L'été, il est sur les plages. Et là, il fait les vendanges au château, comme tous les ans. Oui, d'accord, je vous rappelle. Major Bernier, adjudant d'Elmas, section de recherche. Je suis Catherine Mougin. Qu'est-ce que je peux faire? Nous voudrions interroger un de vos saisonniers, Sylvain Dubois. Ils sont tous dans les vignes avec mon mari et le contremaître. J'y vais. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Il me semble, oui. C'était il y a 1 an, je crois. Il a travaillé aux vendanges. Madame Mougin? Oui. J'ai été faire le compte des vendangeurs. On va manquer de panier repas pour aujourd'hui. Bon, je vais voir ça, Dorothée. Madame Malo, mon assistante. Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé le corps de cet homme dans la Garonne. C'est pas possible. Mais il a travaillé ici. Alors l'inconnu du pont, c'est lui? Oui. Francis Delcourt. Vous auriez gardé ses coordonnées? Nous avons besoin de joindre ses proches. Je dois avoir son contrat d'embauche, mais j'ai pas vérifié l'adresse. Il n'est resté que 8 jours. Et vous saviez qu'il avait fait de la prison? De la prison? Non, absolument pas. Sylvain Dubois, bien sûr, il est là. Malo, vous pouvez le faire chercher, s'il vous plaît? Sylvain! Vous pensez que Sylvain a quelque chose à voir avec la mort de ce Delcourt? Possible, oui. On a gardé Delcourt très peu de temps, vous savez. Pour quelle raison? Il jouait au poker toutes les nuits. Il devait pas être en forme à 8 h du matin. Porter le panier, ça le fatiguait. Cueillir le raisin, ça l'emmerdait. Il était pas à son affaire, ce gars-là. On en est où de la parcelle sud? Ah ben, on a pris un peu de retard. C'est vous qui fournissez ce genre d'outils aux vendangeurs? Oui, pourquoi? Je vais le garder. Moi, j'imagine que vous en manquez pas. Je vous le rendrai. Sylvain, le major voudrait te parler. Vous vous souvenez de Francis Delcourt? Mais si, vous vous êtes battu avec lui au cours d'une partie de poker il y a 1 an. Oui, c'était un tricheur. Et vous l'avez revu depuis cette bagarre? J'étais tellement hors de moi que je me suis planté en moto en rentrant. 1 semaine d'hosto. Quel hôpital? Bon secours, pourquoi? Et ce Delcourt, vous savez où il logeait, dans le village? Ben, chez Pessac. C'est là qu'il est allé crécher quand il s'est fait virer des vendanges. Ils s'étaient trouvés, ces deux-là, hein. Ça joue au poker toute la journée. Mathilde, André Pessac, au bistrot. Il s'est foutu de nous. C'est lui qui logeait Delcourt. Dormait à droite à gauche. Appelle la brigade locale. Je fonce. Pour un saisonnier, il avait une sacrée voiture. Mathilde, la voiture de la victime est chez André Pessac. Bon, ok, Martin, je continue ici. À tout à l'heure. Ce Francis Delcourt, c'était pas le genre de ceux qui sont habituellement embauchés pour les vendanges? Vous savez, il est resté peu de temps, je l'ai à peine vu. Des gens qui se cassent le dos pendant 8 jours, il n'y en a plus tant que ça. Il devait avoir besoin d'argent. Enfin, il roulait en Mercedes. Ah bon? Pas ici en tout cas. Et André Pessac, vous le connaissez? Il habite à 2 km d'ici. André a travaillé longtemps pour nous, mais nous avons dû nous séparer de lui. L'alcool, il continue à nous rendre service de temps en temps. Ah, dites-moi, la nuit du 24 septembre, vous avez fêté la fin des vendanges, c'est ça? Oui, on organise un repas pour tous les employés. Et vous étiez là tous les deux? Bien sûr, Une bonne année pour votre crue? pour les Bordeaux en général. C'est votre fille? Elle vit avec vous? Non, elle fait ses études aux États-Unis. Elle doit vous manquer. Enfin, elle revient pour les vacances, j'imagine. Non, pas toujours, mais on va la voir souvent. Je suis votre femme? Vraisemblablement. À confirmer au labo.
Martin, j'ai trouvé des taches de sang. Merci pour les infos. Bon, je dois foncer au journal si je veux être prête pour la prochaine édition. On peut se retrouver après d'ailleurs, si vous voulez. J'aimerais bien vous montrer le dossier que j'ai réuni sur les femmes disparues. D'accord. Je vous appelle dès que je suis disponible. Ok. Au revoir. Au revoir. C'est ce qui a été collecté au bord de la Garonne? 6 ans d'études, un doctorat d'état, tout ça pour finir dans les poubelles. Dire que je détestais les sortir quand j'étais gosse. Si ma mère me voyait, maintenant je lui le nez dedans. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas une cartouche, ça? Mais attendez, vous commencez par la fin, j'ai pas eu le temps d'y arriver, moi. Léon, on commence là où c'est utile? Eh ben, évidemment, moi je procède logiquement. Je commence par le début, comme ça, voilà, très bien. Et là, attendez. Il y a une autre cartouche, là. Il y a quelque chose d'écrit dessus. RS. Eh ben voilà. Avec ça, on va pouvoir retrouver facilement le nom de la marque. Et pour lieu de s'énerver. Francis Delcourt, né en 59 à Roubaix, orphelin de père, il ne s'entend pas avec le second mari de sa mère, il fugue à l'âge de 17 ans. La suite rime avec délinquance, plusieurs attaques à main armée et un meurtre en 89. Au cours d'un hold-up dans une station-service. Voici la vidéosurveillance. Il braque la caissière calmement. Il sait pas qu'il y a une caméra, à l'époque il y en avait peu. Mais au moment de s'enfuir, il panique et abat un motard pour lui piquer sa bécane. Delcourt ne sera arrêté que 3 ans plus tard. Condamné à 20 ans de réclusion, libération anticipée il y a 3 ans. Il vit d'expédient dans le sud-est de la France, jusqu'au moment où il débarque dans la région et se fait embaucher au Château Giron. La cueillette lui est totalement inconnue et à l'époque, il a d'autres moyens de subsistance. Alors pourquoi traverser la France pour aller faire les vendanges au château? Un complice à retrouver, un butin à récupérer. Delcourt a été tué au bord de la Garonne, là où ont été volés les isolateurs EDF. Sur les lieux, nous avons les fragments d'une cartouche de chasse, calibre 12, qualité supérieure, très haute performance, la marque étant Rousselot. Et c'est d'ailleurs le même calibre que l'on retrouve sur le corps de Delcourt. La dernière fois qu'on a vu Delcourt, c'était chez André Pessac, alcoolique notoire. Ce même Pessac a quitté précipitamment son domicile. Et là-bas, dans son hangar, on a retrouvé la voiture de Delcourt. On n'a pas retrouvé de fusil chez Pessac, ni de cartouche. Il a peut-être gardé avec lui. En tout cas, on a analysé le sang sur la carrosserie de la Mercedes. C'est celui de Delcourt. On peut donc en déduire que Pessac l'a tué. Et il n'était pas seul. Le sécateur qui a servi à couper le fil électrique est utilisé par les vendangeurs. Pessac n'aurait pas eu cet outil sur lui. Il faut retrouver André Pessac. Toutes les brigades ont son signalement. Pour l'instant, aucune trace. Il doit se cacher dans le coin. Je vous rappelle tout de même qu'il y a une femme dans l'histoire. Dans la Mercedes, sur l'appui-tête côté passager, j'ai retrouvé des cheveux blonds, amélogénine XX, ADN féminin. ADN d'ailleurs que l'on retrouve sur une bouteille de jus de fruits de fabrication locale. Et la bouteille avait roulé sous le siège. Et si cette femme a bu ce jus de fruits fabriqué dans la région, c'est qu'elle est venue avec lui ici, ou alors qu'elle l'a rencontré ici. Pensez pouvoir l'identifier? Le problème, c'est qu'on n'a rien. À part son ADN, on n'a rien. Bon. La vraie question, c'est qu'est-ce que Delcourt est venu faire au château? Delcourt est venu retrouver quelqu'un. Mais qui? Un témoin a vu la voiture de Pessac passer au milieu des vignes juste avant qu'on débarque au château. Il voulait prévenir son complice qu'on allait arriver. Ouais. Et depuis, on n'a plus aucune trace. Il a dû se planquer dans les environs. On n'a pas trouvé d'abonnement de portable à son nom. Par contre, j'ai le relevé d'appel de son fixe. Et là, ça devient intéressant. La nuit où Delcourt est mort, Pessac a appelé au Château Giron, il était 22h. Parce que son complice se trouvait au château. Demain matin, à la première heure, on perquisitionne. Vous vivez seul? En ce moment, oui. Ça doit pas être facile de débarquer dans une ville comme ça où on connaît personne. J'ai l'habitude. Mon père était militaire, on a beaucoup bougé. Merci. Jean. Et à l'ASR, alors, ça se passe comment? Ils m'ont l'air un peu tous machos là-bas, non? Vous êtes la première femme dans le groupe homicide. Ça ressemble à une interview en règle, ça. Si vous me parliez de Christine, elle était dans quel état d'esprit au moment de sa disparition? Dans son boulot d'architecte, tout allait bien. Mais son copain avait décidé de rompre. Elle le vivait plutôt mal. Elle était déprimée. Ah, les autres disparus aussi. C'est un des liens qui peut nous conduire au tueur.
Je pense qu'il les a choisies parce que c'était des femmes fortes, mais fragilisées. Choisies, carrément. Les psychopathes détectent immédiatement ce genre de choses chez leurs victimes. En tout cas, Salo est intelligent. Il a laissé ni indice ni témoin. Il est très organisé, sûrement bien inséré socialement. Probablement un homme respectable avec un métier, une famille. Donc encore plus difficile à repérer. On a quand même quelques éléments. Elles ont toutes disparu à proximité de leur domicile, ce qui signifie que le tueur connaissait leurs habitudes et leur adresse. Oui, mais en même temps, elles n'habitaient pas à côté les unes des autres et ont disparu à différents moments de la journée. Donc le tueur peut se déplacer facilement. Il a ni contrainte horaire, ni l'obligation de rester sur un lieu de travail. Un commercial, un chômeur. Ou une profession libérale. Quelqu'un qui peut bouger sans attirer l'attention. Une activité médicale ou paramédicale. Un médecin, un infirmier, un kiné. Ou un psy. Elles avaient toutes des problèmes affectifs. Elles ont pu consulter un thérapeute pour s'en sortir. Christine s'intéressait pas mal à ce genre de démarche. Je vais y réfléchir. En fait, je dors plus depuis des mois. J'arrête pas de penser à Christine et à ce que Salo a pu lui faire endurer. Monsieur et Madame Mougin, capitaine Guémara, on va procéder à une perquisition. On a des raisons de penser que des personnes qui travaillent ou qui vivent au château sont impliquées dans le meurtre de Francis Delcourt. C'est ridicule, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ce type avait sûrement des ennemis ailleurs. Est-ce que vous voulez bien m'indiquer les personnes qui étaient déjà présentes au château l'an dernier? Vous avez l'habitude d'engager les mêmes saisonniers? Alors pourquoi vous êtes allé embaucher Delcourt, monsieur Malo? Bah, il s'est présenté, il avait besoin de travailler, nous on manquait de bras. De toute façon, on l'a pas gardé. Hein. Vous étiez où l'an dernier, la nuit de la fête des vendanges? Ici, j'ai pas bougé jusqu'à l'aube. Vous pouvez demander, hein. Didier, vous pouvez venir, je me souviens pas de tous ceux qui étaient là l'an dernier. Ah. Ouais, ce type, on se demandait ce qu'il fichait là. Il regardait tout comme s'il avait une idée en tête. Et puis, il s'est mis à tourner autour de Léa Mougin. Bonjour. Vous désirez quoi? Pâté, saucisson, jambon? Ça m'est égal. Choisissez pour moi. Vous êtes très jolie. Merci. Vous voulez pas vous asseoir? 5 minutes qu'on parle un peu. Ben, j'ai pas le temps. Tout à l'heure, fin de la journée, vous serez dans le coin. Léa. Charmant comme prénom. Léa. Ça a recommencé le lendemain. Du coup, après, c'est Dorothée, la femme de Malo, qui nous a donné les paniers repas. On n'a pas revu Léa au déjeuner. Vous êtes sûr que ça va pas tout effacer? Je les copie. Je les efface pas au fichier. Vous cherchez quoi? Simple routine. On vérifie les informations sur les employés qui ont pu côtoyer Francis Delcourt. Mais on dit que c'est Pessac qui l'a tué. Madame Malo, c'est parce que Delcourt tournait autour de Léa Mougin qu'on vous a demandé de la remplacer pour servir les repas? Qui est-ce qui vous a raconté une ânerie pareille? Elle préférait rester à la piscine avec ses copains, voilà tout. Et Delcourt, vous savez s'il voyait une femme ici? En dehors, je sais pas ce qu'il faisait. La couverture qui enveloppait l'inconnu, c'est une banale couverture de rando. C'est vous qui fournissez les couvertures aux saisonniers? Oui. On les renouvelle tous les 3 ans. On doit les changer cette année. Delcourt, et il était chez Pessac le dernier jour des vendanges. Je suis passé récupérer une veste que j'avais oubliée la veille, c'était vers 9h du soir. Bluff. T'as perdu. Tu vas me filer ta caisse. Tu rêves, mon pépère. Je l'aime trop. Et j'ai bien senti que ça allait tourner au vinaigre. Alors, je me suis tiré. Je voulais pas rater la fête. On a un mobile pour Pessac.
Il a gagné la Mercedes au poker et Delcourt voulait pas lui donner. Oui, mais on n'a pas le complice. Les Mougins, Malo, les employés, toute la fine équipe jurait de rester à la fête des vendanges toute la nuit. Moi, j'ai un élément. Delcourt tournait autour de la petite Mougin. Je vais creuser. Major, voilà ce qu'on vient de trouver. Pieta semi-automatique. C'est le même type d'arme qui a tué Delcourt. Il a été nettoyé récemment. Je les entretiens régulièrement, pourquoi? Vous rangez où vos fusils, monsieur Mougin? Le Pieta est rangé là. Vous utilisez quoi comme genre de cartouche? À part vous, qui a accès au râtelier? Personne. On entre ici comme dans un moulin, la clé dans le tiroir. Vous voyez bien qu'elle n'est pas fermée. Et puis, vous savez, ce genre de fusil est très courant dans la région. Je vous le rendrai. Oui. On a retrouvé André Pessac. De quel côté? Face, les traînées de sang, la plaie et le pare-choc. Merci. Ton suspect numéro 1 est définitivement muet. D'après toi, il est mort il y a combien de temps? 12 heures environ? C'était dans la nuit. Oui, et transporté après sa mort. Tu vois toutes ces traces de sang dans le coffre? Ça veut dire que le corps a bougé pendant le transport. Le légiste arrive, tu l'attends? Multitude d'impacts. Plomb, 8 mm. Fusil de chasse. Sans doute le même que celui qui a servi à assassiner Francis Delcourt il y a un an. Il y a de l'argent sous le tapis de serin. Oh, dis donc. Environ 30 000 €. C'est pas mal pour un RMiste. Oui, pas mal. La mort de Delcourt et celle de Pessac sont liées. Même type d'arme, même munition. On en est où avec le fusil d'Arnaud Mougin? Attends, 2 secondes, Martin, laisse-nous quand même le temps d'analyser le percuteur. Pessac a paniqué et son complice l'a battu pour le faire taire. On a retrouvé 30 000 € dans la voiture. Oui? Pessac était qu'un comparse. On l'a payé pour son aide, 30 000 €. D'accord. La nuit dernière, Pessac a appelé quelqu'un au téléphone, sans doute juste avant de mourir. Et c'était Arnaud Mougin. La couverture qui enveloppait le corps de Delcourt. Le sécateur qui a coupé le fil électrique, le fusil et maintenant ce coup de téléphone. Tout accuse Mougin. Peut-être. Mais alors ce serait quoi, le mobile du crime? Delcourt tournait autour de Léa Mougin. Or, je me suis renseignée, elle a quitté la France 2 semaines après la mort de Delcourt. Elle est jamais revenue au château. Ah. Ouais, je crois pas au hasard. Arnaud Mougin veut casser la gueule à Delcourt, il l'abat, accidentellement ou pas, et paye Pessac pour se débarrasser du corps. Hier, Pessac panique en vous voyant débarquer au village. Il court dans les vignes prévenir Arnaud Mougin. Dans la nuit, celui-ci le retrouve et... il l'élimine. Je vais éplucher les comptes des Mougins, on va voir s'il a sorti de l'argent. En tout cas, on va lui poser quelques questions. Monsieur Mougin, vous allez nous suivre. Qu'est-ce qui se passe? André Pessac vous a téléphoné hier dans la nuit. Je n'ai pas parlé à André depuis des semaines. On a les traces de cet appel, il était 1h10 du matin exactement. 1h10, attendez, oui, je dormais, mon téléphone a sonné, je décrochais, mais il n'y avait personne au bout du fil. L'appel a duré 45 secondes et vous êtes resté tout ce temps au bout du fil sans raccrocher. C'est long, monsieur Mougin, long. Il y avait des gens qui parlaient sur la ligne, ça grésillait, le temps que j'essaye de comprendre, que je réalise que c'est une fausse manœuvre, je n'ai pas su qui c'était. Et ces gens qui se parlaient, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous avez reconnu des voix? J'ai entendu un homme, une femme. Je comprenais pas ce qu'ils disaient. Allez. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez là? Je peux prendre quelques affaires? Dire au revoir à ma femme? Je suis désolée, vous êtes en garde à vue. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit, mon mari n'a rien fait. S'il vous plaît.
Madame Mougin, Madame. s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'éléments contre lui. On doit tirer tout ça au clair. Mais quels éléments? Vous dites n'importe quoi, il y a rien du tout. Il a tué personne. Il voulait juste nous protéger, Léa et moi. Léa n'est pas sa fille. C'est la fille de Francis. J'avais 18 ans, j'étais seule, paumée, je venais de perdre ma mère. Je me suis raccrochée à Francis, c'était ma bouée. Et vous saviez quel genre de vie il menait? Petit à petit, j'ai compris. Quand je me suis retrouvée enceinte, je me suis enfuie. J'ai eu peur, je voulais pas de cette vie pour mon enfant. Je débarquais ici et j'ai rencontré Arnaud. Vous lui avez dit la vérité? Je lui ai pas caché que j'étais enceinte. Mais je lui ai rien dit sur le genre de type qu'était Francis. On a été heureux pendant 15 ans. J'ai cru que la page était tournée. Jusqu'au jour où Delcourt vous a retrouvé. Par hasard, il a vu notre photo dans ce magazine. Bon retour, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était délicieux. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Ça te fait pas plaisir de me revoir? Non, tu ferais mieux de t'en aller. C'est comme ça que tu me reçois, moi qui suis venu de si loin? Tu m'as manqué, Cathy. Pas une lettre, pas une nouvelle, pas un colis, rien. J'ai souvent pensé à toi, tu sais. Et là, je te retrouve. Châtelaine, rien que ça. Quand j'ai vu ta photo, je me suis dit que j'étais pas pour rien dans ce joli tableau. La petite Léa, elle a quel âge exactement? Arrête, laisse-nous tranquille. Bien sûr, je vais te laisser tranquille. Mais moi aussi, j'ai droit à ma part de bonheur. Qu'est-ce que tu veux? Il a réussi à se faire embaucher par Malo. Il menaçait de tout raconter à Léa. On a eu peur. On lui a remis 100 000 € dans la soirée du 23 septembre. On l'a jamais revu, je vous jure. Votre fille est partie aux États-Unis 2 semaines après. Pourquoi? Francis voulait se venger de moi. Dès qu'il a eu l'argent, le soir même, il a guetté Léa à la sortie du lycée. Il lui a annoncé qu'il était son vrai père. Ça a été un choc terrible pour elle. On lui avait menti. À ses yeux, c'était nous les monstres, pas lui. Elle a plus voulu vivre avec nous. Depuis, les choses se tassent et elle nous appelle, mais c'est dur. On va faire venir votre fille, on doit l'interroger. Ne la mêlez pas à ça, s'il vous plaît. Le 23 septembre. Vous êtes sûr d'avoir donné l'argent à Delcourt ce jour-là? Oui, la veille de la fête. Pourtant, Delcourt est mort dans la nuit du 24. Vous savez pourquoi il est resté dans le coin après avoir touché l'argent? Non. Vous êtes en garde à vue, Madame Mougin. Dorothée, s'il vous plaît, appelez Léa, essayez de lui expliquer. Je vous confie la maison et la fin des vendanges. Arnaud Mougin a effectivement sorti 100 000 € de la banque le 22 septembre. Le 23, il jure avoir remis l'argent à Delcourt pour qu'il les laisse tranquilles. Le 29, Léa est admise à la clinique de l'Annonciation après avoir pris des barbituriques, soit 5 jours après la mort de Delcourt. Ses parents ne quittent pas son chevet. Elle prend l'avion 1 semaine plus tard pour San Francisco et ne revient pas. C'est le fusil d'Arnaud Mougin qui a servi à tuer Pessac. Et probablement Delcourt. Je trouve ça très curieux qu'il s'en soit pas débarrassé. Les Mougin devaient se croire à l'abri. Cache autre chose. Et les cheveux dans la voiture de Delcourt, si c'était ceux de Léa Mougin? Dites-moi, monsieur Mougin, votre fille Léa, elle va bien maintenant? Oui, pourquoi? Elle est partie brusquement après la mort de Delcourt. Il était prévu qu'elle aille étudier en Californie chez nos clients de la vallée Napa. Non, monsieur Mougin. Votre femme nous a dit la vérité.
Quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que Léa n'est pas ma fille? Exact. C'est à Léa qu'on aurait dû dire la vérité, dès qu'elle était en âge de comprendre. Là, brutalement, c'était trop pour elle. On a paniqué. On a payé Delcourt, mais ça servait à rien. Bon, elle est très jolie, votre histoire, monsieur Mougin. Seulement, c'est votre fusil qui a tué André Pessac. Et probablement Francis Delcourt. On a analysé le percuteur et les traces sur les cartouches. Elles correspondent. La vérité, monsieur Mougin, c'est que c'est votre fille Léa qui a tué Delcourt. Il l'a harcelée et elle n'a pas supporté d'apprendre qui était son père. Et c'est pour ça que vous l'avez envoyée à l'étranger. Vous essayez de la protéger? Non, non, vous n'y êtes pas du tout, mais pas du tout. La vérité, monsieur Mougin, c'est quoi alors? Quelqu'un a pris le fusil d'Arnaud pour le faire accuser. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous feriez mieux de chercher le véritable meurtrier. Pourquoi vous voulez pas que votre fille revienne en France? Je veux pas qu'elle soit mêlée à tout ça. Vous pouvez comprendre, non? C'est parce qu'elle a tué Francis Delcourt que vous voulez la tenir éloignée. Mais non! Mais vous êtes complètement folle! Mais non! Cette femme nous cache quelque chose d'autre. Elle a failli lâcher la vérité. Elle le connaît. Elle était avec lui dans le coup. Elle l'a planté là. Et c'est à cause de ça qu'il a buté le type. Catherine Mougin. C'est avec votre voiture que Delcourt est arrivé à la station-service. Vous étiez sa complice. C'est pas votre fille que vous vouliez protéger, c'est vous. Il menaçait de tout raconter, de détruire votre réputation. Qu'est-ce que vous avez raconté à votre mari pour qu'il paye? C'est vrai, j'étais avec Francis le jour où il a tué ce motard. Mais j'ai pas participé à ce hold-up. Ni à aucun autre. Francis faisait ses coups en dehors de moi. Ce jour-là, j'avais l'intention de le quitter. Il l'a senti, alors il a voulu m'impliquer. Quand on s'est arrêté pour prendre de l'essence, il m'a demandé de faire le plein, le temps qu'il aille aux toilettes. Il a attendu que je m'approche pour payer, il a sorti une arme. Quand j'ai vu ça, j'ai pas réfléchi, j'ai filé. Mais vous l'avez pas dénoncé? J'ai pas pu. C'était le père de l'enfant que je portais. Mais 15 ans plus tard, vous l'avez tué. Avec ou sans l'aide de votre mari. Et ensuite, vous avez tué Pessac qui vous avait aidé. Sinon, le retour est vélé. Mais j'avais tout raconté à Arnaud. J'étais prête à me dénoncer, mais il a préféré payer. Si vous devez absolument accuser quelqu'un, que ce soit moi, pas Arnaud, il a rien fait. Il a seulement voulu me protéger. Il y a des accents de vérité dans ce qu'elle a dit. Puis ce fusil qu'ils ont gardé, ça n'a pas de sens. Une femme comme Catherine qui a vécu avec un braqueur et se serait débarrassée de l'arme. En tout cas, il y a trop d'éléments contre eux. Le procureur a décidé de les envoyer devant le juge. Tous les deux. Capitaine, s'il vous plaît, capitaine. Messieurs, s'il vous plaît. Écoutez, je n'arrête pas de penser à ce coup de téléphone de Pessac juste avant sa mort. Je me souviens d'une chose. L'homme et la femme qui parlaient, j'ai entendu quelques mots. La femme disait vous en remettre, et le type lui a répondu c'était mon ami. Je ne sais pas de quoi il parlait. Il y avait des grésillements, comme quand on tient un portable près d'une radio. D'accord, monsieur Mougin. Je vous promets qu'on va y réfléchir. Une radio? Et s'il disait la vérité? La radio dans la voiture de Pessac. Je vais savoir sur quelle station elle est restée réglée. Et quel programme était diffusé la nuit où il est mort? Oui. Je comprends combien c'est difficile, Paul. Mais vous allez vous en remettre. C'était mon ami. 10 ans ensemble. On dit que les chiens n'ont pas d'âme, mais c'est pas vrai. 1h10 exactement. L'heure du coup de fil de Pessac. Le meurtrier a mis le téléphone près de la radio pour que Mougin garde la ligne suffisamment longtemps. Ça suffira pas pour convaincre le juge. Mais si c'est pas les Mougins, c'est qui? Et la femme blonde dans la Mercedes de Delcourt, si c'est pas Léa Mougin? Maîtresse de Delcourt? On n'a retrouvé que 30 000 € dans la voiture de Pessac. Pessac, il a pas pu tout dépenser. Et où est parti le reste? Et si c'était cette femme qui avait pris le reste de l'argent?
Tu veux dire qu'elle aurait été complice de Pessac? Et c'est pour ça qu'elle s'est pas manifestée quand on a trouvé le cadavre de Delcourt. On n'a jamais vu Delcourt avec une femme. Elle se cachait. Une femme mariée. Et où on emmène une femme qu'on veut cacher? À l'hôtel. Merci. Il y a quelque chose qui va pas. C'est Anouk, mon ami d'enfance. Elle vient d'accoucher, ça s'est pas très bien passé. Le bébé est en danger. Elle est toute seule. Bon, bah tu vas y aller. Elle veut pas me parler. Moi, je suis sûre qu'elle sera très contente de te voir. Hôtel Azur? Oui, bonjour madame. Adjudant Delmas, section de recherche. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Ah, génial, génial. Luc, tu peux me rendre service? Ah, quand vous commencez comme ça, c'est pas bon signe. Vous allez encore me demander un truc pas possible. Je voudrais un relevé de tous les appels téléphoniques la nuit où Pessac est mort. Ouais, vous allez me donner une zone tout de même. Bah, tout ce qui est compris entre le château, le village et la rue où on a retrouvé le corps de Pessac. Ouais. Et sans abuser, une tranche horaire peut-être? On va dire entre 1h et 4h. Oh ouais, non mais là, c'est pas une tranche, c'est le gâteau tout entier, là. Cueillir le raisin, ça l'emmerdait. Il était pas son affaire, ce gars-là. Un couple avec une femme blonde, oui, c'est ça. Elle vous a donné un nom? Ah bon. Et il y aurait pas un détail Votre nom, s'il vous plaît? Léa Mougin. Vous voulez voir qui? Mademoiselle Mougin? Oui. Je suis revenue pour témoigner. Je sais que mes parents n'ont rien fait. Une C3 rouge? C'est fantastique. Je vais devoir vous convoquer pour vous montrer des photos et vous faire signer une déposition. Merci beaucoup. Delcourt a passé 2 jours enfermé dans un hôtel avec une femme blonde. L'hôtelière se souvient de la femme parce qu'elle a eu une panne de batterie en repartant. Elle avait une C3 rouge. Dorothée Malo. C'est elle qui était la maîtresse de Delcourt. Le soir de la fête, j'étais larguée. Je pouvais pas croire ce que m'avait dit Delcourt. J'en voulais à mes parents. Pessac a appelé vers 10h. C'est moi qui ai décroché le téléphone. Il voulait Didier Malo. Ensuite, Malo est parti. Mes parents n'ont pas quitté le château cette nuit-là, je le sais. Parce que toute la soirée, je les ai guettés en essayant d'avoir le courage de leur parler. Oui, allô? Le sécateur, la couverture, le fusil. Malo avait tout sous la main. À 2h30, la nuit où Pessac est mort, Dorothée Malo a appelé le portable de son mari. Cette nuit-là, Madame Malo se réveille, ne trouve pas son mari à la maison. Elle s'inquiète et finit par l'appeler sur son portable. Il lui invente un mensonge pour justifier son absence en pleine nuit. Et quand elle a su que Pessac avait été assassiné justement cette nuit-là, elle a forcément compris que c'est son mari qui l'avait tué et qu'il avait tué Delcourt aussi. Elle est en danger. Luc, envoie immédiatement une brigade locale au château. On y va. Oui, allô? Oui, ne quittez pas. Mathilde, c'est pour toi, la journaliste. Oui, Katia? Et vous avez trouvé une piste? D'accord, il faut qu'on en parle, mais vous bougez pas sans moi. Oui, on se rappelle ce soir. T'es sûr? Oh merde! Ouais, bah d'accord, on fonce. Dorothée Malo est pas venue travailler au château depuis hier, et Malo n'est pas là-bas non plus. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard.
Monsieur Malo, donnez-moi votre arme. Je l'ai fait dormir. J'ai pas eu le courage. Elle voulait me dénoncer. Et je l'aime trop. Pessac voulait casser la gueule à Delcourt. Il était hors de lui à cause de la Mercedes. Il m'a appelé pour me dire que Delcourt allait chercher Dorothée. J'avais bien senti qu'elle avait changé. Surtout depuis qu'elle était partie 2 jours soi-disant pour voir sa sœur. Et justement, elle avait refusé de venir à la fête des vendanges. J'ai cru devenir fou. Avec Pessac, on s'est retrouvés sur la route que Delcourt devait prendre pour arriver chez moi. Et on l'a coincé en sandwich. File-moi tes clés. T'es dingue! Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as tué? Elle allait me prendre Dorothée. Mais je m'en fous, moi! C'est pas mes histoires, ça! C'est toi qui m'as appelé! Alors on le fait disparaître et tu la boucles! Dans la voiture, on a trouvé 100 000 euros. C'est partager l'argent. Dorothée a cru que Delcourt s'était tiré sans elle. On n'en a jamais parlé, elle et moi. Fallait pas qu'elle sache que j'avais tué son amant. C'est pour ça que j'ai fait accuser Mougin. Je voulais qu'elle m'aime encore un peu. Deux hommes sont morts et un innocent a failli croupir des années en prison parce qu'un brave type pouvait pas vivre sans sa femme. Ah, Mathilde? Mais là, il a perdu pour de bon. La journaliste a appelé, elle t'attend au café, elle a dit qu'elle avait du nouveau. Merde, elle m'a laissé plein de messages. Merci. Excuse-moi, Eric. Je cherche une jolie fille, châtain, quelqu'un qu'on remarque. On avait rendez-vous à 19h. J'ai vu personne, je suis désolé. T'es sûr? Sûr et certain. Merci. Oui, Katia, c'est Mathilde. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Bon, bah écoute, rappelle-moi. Sylvie, où tu vas? Fais gaffe, tu vas te paumer! Ça va, c'est trop top ici. Ça fout les jetons. C'est super. Arrête, déconne pas! C'est dangereux, il y a plein de trous! Viens me chercher. Sylvie, où t'es? Réponds, merde! T'es vraiment chiant! C'est toi qui as pris la permanence à la place de Luc? J'aime pas le samedi soir, la foule. Sinon, je connais pas grand monde dans le coin. Alors. J'ai rendez-vous avec Mathilde Delmas, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Bonne nuit. Bonne nuit. Patrick Valois? Merci de me recevoir. Je suis le rédacteur en chef du journal de Katia Brissot. Je suis très inquiet à son sujet. Elle a manqué le bouclage alors que c'est elle qui signait l'édito. Vous deviez la voir hier soir, non? Elle était pas au rendez-vous. Et depuis, j'ai pas réussi à la joindre. J'ai apporté la photo de Katia. Ça fait plus de 24 heures sans donner signe de vie. Ça lui ressemble pas du tout. Normalement, elle éteint jamais son portable. C'est le b.a.-ba du journaliste, être joignable. Elle m'a parlé de votre enquête sur les femmes disparues. Je crois que votre conversation lui avait donné une idée. Elle vous a dit laquelle? Non, j'ai pas pris le temps de l'écouter.
Faudra interroger votre équipe de rédaction. Elle a pu parler à un collègue. Il faut aussi passer chez elle. Vous savez si quelqu'un a les clés? Moi, m'a laissé un trousseau de clés au cas où il y ait un problème quand elle part en reportage. Excusez-moi, je suis de permanence cette nuit. Adjudant Delmas, section de recherche. Quel âge? Il se trouve où exactement? Merci, on arrive. On a une découverte de cadavre. Ce cadavre, c'est une femme? Oui. C'est pas Katia Brissot. On a l'identité de la victime. C'est eux qui l'ont trouvée. Vous occupez des gamins. Cette femme, elle est là depuis combien de temps, à ton avis? 2-3 jours. Les plaques parcheminées sont de couleur claire et les érosions sont a priori post-mortem. Par contre, les lividités ne collent pas du tout avec la position du corps. Elle a été transportée après la mort. Et tu vois, là, regarde cette lacération. Elle a été faite avant la mort de la victime. Elle était vivante, t'es sûre? Certaine. On a affaire à un psychopathe. Regardez. Le dessin est inachevé, mais ça ressemble à un cœur. Ce type accomplit un rituel. Il se peut que cette femme soit sa première victime, et il est possible aussi qu'il y ait d'autres corps cachés dans ces grottes. Vous pensez à ces femmes disparues depuis 3 ans? Oui. Mais cette fois, on a un corps et pas d'identité. Personne n'a encore dû s'inquiéter de la disparition de cette jeune femme. Elle devait vivre seule. Ok, je double les équipes pour fouiller les grottes. Faut que Martin voie cette femme avant qu'on l'emmène. Je vais l'appeler, on va avoir besoin de lui. Ah, mon capitaine. Oui. Je continue à être très inquiète pour Katia Brissot. J'ai peur qu'elle se soit approchée trop près du tueur. Pourquoi elle enquêtait aussi de son côté? Elle connaissait bien une des disparues, elle a pu tomber en plein dans le mille. Je vais à son appart, là. À cette heure-ci? Oui, son rédacteur en chef m'a contacté, il a les clés. Il n'y a pas de temps à perdre. Très bien. Tenez-moi au courant. Oui, Martin, c'est Mathilde. Désolée de te réveiller. Il faudrait que tu viennes sur une scène de crime. Vous qui connaissez bien les lieux, vous remarquez quelque chose de particulier? Sa trousse de toilette est là. Son sac de voyage aussi, mais par contre, je vois pas son ordinateur portable. Elle a oublié son cordon d'alimentation. Elle prévoyait pas de s'absenter longtemps. Si elle a pris son portable, c'est qu'elle pensait repasser au journal pour le bouclage. Tout à l'heure, quand on vous a appelé pour ce cadavre, vous avez pensé à elle, non? C'est vrai. Mais c'était pas elle. Je m'en veux de pas l'avoir écoutée. Moi aussi. Avant-hier, je suis passé ici, vite fait, pour récupérer un bouquin dont j'avais besoin pour un article. C'est vraiment le bordel dans tes affaires. Écoute, moi, je m'y retrouve, hein. C'est l'essentiel. Donne-moi 2 minutes. Tu sais mon enquête sur les disparus? J'ai rencontré une fille à la SR, Mathilde Delmas. Elle pense comme moi, en fait, qu'il y a un tueur en série. Elle est venue ici, on est restés ensemble jusqu'à 3 h du mat. On a vraiment super accroché. Si seulement je pouvais l'aider à coincer le salaud qui a tué Christine. Fais attention quand même. T'inquiète. Mais ce qu'on s'est dit ce soir-là avec Mathilde, ça m'a rappelé un truc. Christine avait rencontré un type. Ah, voilà mon bouquin. Ça pourrait être un début de piste, ça d'ailleurs. Si seulement j'avais pris le temps de lui poser des questions. Elle a peut-être laissé une indication sur cet homme. Et si elle avait mis la main sur le tueur? C'est une fonceuse, Katia. Le genre qui vérifie tout de suite, par elle-même. Un peu comme vous, non? C'est vrai qu'on s'est tout de suite bien entendues toutes les deux. Est-ce que j'aimerais qu'elle franchisse cette porte et qu'elle nous engueule de nous être inquiétés pour rien? C'est l'hebdo de vendredi. Jour de sa disparition. Katia s'intéressait à ce genre de thérapie de comportement? Alors on a une piste. Mathilde, on n'a toujours pas d'identité pour la femme de la grotte? Non, pas encore. En tout cas, on n'a pas trouvé d'autres victimes. On a retrouvé des traces de pneus à l'entrée de la grotte.
et on retrouve exactement les mêmes près du boyau où se trouvait la victime. Probablement un trafic de 9 mètres cubes. Des nouvelles de la journaliste? Non. Mais désormais, j'ai la conviction qu'elle était sur la piste du tueur et qu'il l'a enlevée, tout comme il a fait disparaître les autres. Élise Martel, 34 ans, Christine Silva, 29 ans, et Valérie Vissac, et la femme de la grotte. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Toutes ces femmes avaient des problèmes. Élise était harcelée moralement dans son boulot, Christine avait du mal à choisir entre 2 hommes, et le couple de Valérie était en danger parce qu'elle était stérile. Katia a dû découvrir ce qui les relie entre elles. Et hier, avant de disparaître, Katia a essayé de me joindre. Ah, et alors? Elle cherchait du côté des thérapeutes. Son portable, on l'a localisé? Eh ben justement, je viens de recevoir la liste des derniers appels. Elle se trouvait dans un rayon de 30 km autour de Cadillac. Excusez-moi. 30 km? Enfin, les services techniques peuvent pas être plus précis. Il y avait un problème sur un des émetteurs. J'ai lancé une recherche de son véhicule dans toute la zone. Ces numéros me disent quelque chose. Oui, c'est ça. Celui-ci, c'est le numéro du mari de Valérie Vissac. Katia l'a appelé dans la journée. Et celui-là, celui des parents d'Élise Martel. Très bien, on arrive. On vient de retrouver la voiture de Katia près de la Réole. Allez-y tous les deux. Nadia, tu les accompagnes. C'est un paysan qui nous a appelés. La Citroën jaune de Genève pour passer avec son tracteur. Le chemin est privé, il l'a emprunté hier matin et la voiture était pas là. Vous avez fouillé les alentours? Vous n'avez pas de corps? Rien. Protégez la zone. Veillez à ce que personne ne marche au bord de la route et surtout, vous faites très attention aux empreintes sur le chemin. Je me doute que du monde est passé par ici et le tracteur a vraisemblablement effacé la plupart des empreintes significatives. Mais enfin, on sait jamais. Le Suiga s'est arrêté au milieu de sa course. Il pleuvait quand on a coupé le contact. Il fait beau depuis ce matin, mais hier après-midi, il pleuvait. Donc elle est garée ici depuis hier. C'est bon, allez-y. Alors? Un liquide a été projeté sur l'appui-tête. Et je retrouve exactement le même sur toute la partie supérieure de la vitre. Elle a baissé sa vitre. Elle était aspergée par un produit sans doute paralysant, ce qui explique que les petites gouttelettes sont uniquement sur la partie supérieure. Oui, c'est probable. Du gravier. Grès et quartz. C'est plutôt le genre de gravier qu'on trouve dans les propriétés privées, les jardins publics, squares, cimetières. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je verrai ça au labo. J'ai l'impression qu'il y en a aussi sur les graviers. Capitaine, il y a des cheveux dans le coffre. Des cheveux châtains. Et mi-longs. Le type l'a enfermé dans le coffre. Gravier, grès et quartz. Trace de camionnette. Le tueur a déplacé la Citroën jaune pour la mettre à l'abri des regards. Il a laissé Katia dans le coffre, le temps de venir la chercher en camionnette. Quel salaud, j'en étais sûre. Puis il y a ça. Le même genre de gravier qu'on a retrouvé dans la voiture de Katia. La garniture du coffre est lacérée. Et j'ai trouvé des fragments d'ongles. Elle était vivante. Section de recherche Bordeaux. Un capitaine. Un homme vient de signaler la disparition de sa femme à Florac, Jacques Tallet. Il rentre tout juste d'une semaine de vacances avec leur petite fille et apparemment ça fait déjà plusieurs jours que sa femme aurait disparu.
Moi, très bien. Tu prends ses coordonnées, je vais envoyer Mathilde et Martin. Monsieur Tallet, c'est bien votre femme, Florence? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce que je vais dire à Chloé? Elle était si impatiente de revoir sa mère. Florence avait besoin d'être seule. Est-ce qu'elle vous a appelé quand vous étiez en vacances? Nous étions séparés depuis 6 mois. Monsieur Tallet, vous avez une idée du jour où elle a disparu? Non. Elle a mis une pizza décongelée, il y a encore, elle est toute pourrie. Elle devait rendre sa traduction avant-hier, elle l'a pas faite alors que c'était quelqu'un de très ponctuel. Vous savez si elle est en contact avec un thérapeute ou un coach? Quelqu'un pour l'aider à résoudre ses problèmes et avancer dans sa vie personnelle ou professionnelle? Je sais pas. C'est... Oui, possible, c'est ce genre de truc qui l'intéressait, oui. C'est elle ou c'est vous qui avez voulu rompre? Vous pouvez pas me laisser, là. On s'aimait toujours, mais on pouvait plus vivre ensemble. On partageait de moins en moins de choses. C'est elle ou c'est vous, monsieur Tallet? C'est moi. Où est-ce qu'elle a mis mon doudou, maman? Je suis passé au journal et j'ai copié le disque dur de l'ordi qu'utilisait Katia. J'ai l'historique de ses connexions internet. Vendredi matin, elle est allée sur tous les sites qui proposaient des formations pour le coaching, la psychothérapie dans la région. Ça correspond au coup de fil qu'elle a passé aux proches d'Élise Martel et Valérie Vissac. Katia voulait savoir si les deux jeunes femmes s'intéressaient à ce genre de choses. Et malheureusement, aucune d'entre elles ne s'est confiée à ce propos. Le profil de Florence correspond à celui des autres disparus. Une femme forte qui privilégie son boulot, mais déstabilisée sur le plan affectif. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Florence? La dernière fois que je l'ai vue. Là, c'était lundi dernier, le jour où je suis partie avec les enfants. Tu pars pas pour les vacances? Je suis totale charrette avec ma traduction. Jacques a emmené Chloé pour me laisser bosser. C'est pas marrant de rester toute seule. Jacques veut qu'on fasse un break. Je sais plus très bien où j'en suis notre relation. Bon, je vais déposer mes bouteilles histoire de faire un tour en vélo et je m'y remets. Repose-toi bien. Ok. Et vous savez où se trouve le dépôt de verre où elle s'est rendue? À la sortie du lotissement, près de la route. Le meurtrier a pu la croiser ici. Faut qu'on sache s'il est arrivé jusque-là. Adjudant Delmas, section de recherche. Je voudrais savoir quand vous avez vidé la benne à la sortie de Florac pour la dernière fois. Il y a 8 jours? Nous avons une commission rogatoire pour la faire ouvrir. Les empreintes de pneus retrouvées dans la grotte correspondent à celles d'un véhicule utilitaire 9 mètres cubes, un genre trafic. Ce sont les mêmes empreintes que l'on retrouve près de la voiture de Katia Brissot. On distingue d'ailleurs la même usure sur la strie à gauche. Le même homme a enlevé Florence Tallet et Katia. Il a laissé des graviers mélangés à des particules végétales sous les pédales dans la voiture de Katia. Quelle sorte de particules végétales? Il s'agit d'un pollen de fleurs qu'on va pouvoir identifier. On peut donc en déduire que le tueur a conduit la voiture de Katia. Donc il l'a déplacée. Par conséquent, on ne sait pas exactement où Katia a été enlevée. Non, mais on sait comment. Sur l'appui-tête de Katia, j'ai relevé des traces de gaz asphyxiant, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'organisme de Florence. C'est un sédatif très puissant qui ôte toute capacité de résistance pendant plusieurs heures. C'est le mode opératoire du tueur, il asperge ses victimes de gaz et ensuite il les transporte dans une camionnette. Katia Brissot et Florence Tallet se sont laissées approcher par le tueur parce qu'elles le connaissaient. Il les a neutralisées pour les transporter vivantes jusqu'à sa cachette habituelle. Sa cachette habituelle? Oui. Pour moi, c'est le même homme qui a enlevé Élise Martel, Christine Silva, Valérie Vissac et Florence Tallet. Elles ont disparu dans des circonstances similaires, sur des trajets proches de chez elles. Des femmes à forte personnalité et qui, contrairement à leurs habitudes, ne se sont pas méfiées. On n'a jamais retrouvé leur corps. Pourquoi on a celui de Florence Tallet? Elle est morte d'un arrêt cardiaque. Fragilité congénitale associée à la peur dans laquelle elle se trouvait. Je comprends pas. On l'a retrouvée parce que son cœur s'est arrêté. Chaque meurtre est une œuvre que le tueur réalise. Mais cette fois-ci, il n'a pas pu l'accomplir jusqu'au bout. Donc, il n'a pas fait disparaître Florence de la même manière que les autres. D'après les ecchymoses relevées sur les poignets et les chevilles, Florence a dû rester prisonnière à peu près 48 heures. La lacération que vous voyez là a été effectuée avec une lame fine ante-mortem. Elle était vivante. Cette marque, c'est la signature du tueur. C'est un cœur. Or, sur Florence, le cœur est inachevé. Elle est probablement morte au moment où il le dessinait. Et Katia? Elle était sur sa piste, elle a dû remonter jusqu'à lui, et il a été pris de court.
Ça fait plus de 36 heures que Katia a été enlevée. Elle a le profil des proies habituelles du tueur. Il nous reste donc quelques heures pour avoir une chance de la retrouver vivante. Mathilde, j'ai effectué un premier listing qui s'apparente aux métiers liés au coaching. Psy, éthiopathe, diététicien. J'en ai trouvé une centaine qui officient dans la région depuis la disparition d'Élise Martel, soit depuis 3 ans. Et t'as isolé ceux qui organisent des séminaires? Katia a parlé de séminaires aux familles des disparus. Ouais, ça nous laisse 10 noms. Bon, bah, je m'en occupe avec mon groupe, on va les voir tous. Mathilde, la brigade de Florac nous amène un type qui a vu Florence Tallet, un employé d'une entreprise qui collecte le verre usagé. C'était lundi dernier. On m'avait envoyé réparer le socle de la benne de Florac. J'allais repartir quand je l'ai vue. Jolie femme. Vous avez vu le visage de cet homme dans la camionnette? Il était trop loin. Mais elle avait l'air de le connaître. Le Secours français? Ouais, c'est une association d'entraide. Ils ont un centre près de Florac. Lundi. Bah, ça colle avec le témoignage de la voisine. Mon capitaine, ils ont réparé l'émetteur GSM. À 18h15 vendredi, Katia se trouvait à Tabanac, un village dans la région de Cadillac. C'est là qu'elle a passé son dernier coup de fil vers le portable de Mathilde. Et dans la liste des psys, il y en a un qui habite ou qui exerce à Tabanac? Je vois personne. Allez-y avec Martin, je fonce à l'association du Secours français. Bon, ça avance cette histoire de pollen, Léon. Il y a une centaine de variétés dans la région, mon capitaine. Oui, mais je sais bien, mais je te rappelle que la vie de Katia Brissot en dépend. Moi, les fleurs, franchement, c'est pas mon rayon. Il y avait pas un petit jardin chez ta mère? On vivait à 5 dans 3 pièces, mon capitaine. À part un géranium sur le balcon, franchement, il n'y avait rien d'autre. Qu'est-ce que Katia est venue chercher ici? Vendredi. Ah oui, je me souviens. C'était en fin d'après-midi. Elle s'est arrêtée, elle cherchait le vieux lavoir. Le vieux lavoir? Ouais, il vient juste d'être restauré. C'est juste là-bas, derrière, au croisement. Ces jeunes femmes, vous connaissez? Non. Désolée, celle-là, je connais pas. Katia est quand même pas venue jusqu'ici pour admirer un vieux lavoir. Je pense qu'elle voulait retrouver une maison. Et dans son souvenir, ce lavoir lui servait de repère. Son souvenir? Et si elle était déjà venue ici avec son amie Christine? D'après son rédacteur en chef, Katia s'est souvenue de quelqu'un que Christine connaissait. Et ce quelqu'un habite ce village. Où habitait? Christine a disparu depuis 18 mois. Les gens bougent en 18 mois. Laquelle de ces maisons? Je demande des renforts, je préviens le maire. On va interroger tout le monde. La mairie amène le cadastre et l'état civil des résidents du village. Vous frappez à toutes les portes. Vous fouillez chaque maison centimètre par centimètre. Pensez aux fausses cloisons et aux caves maçonnées. Oui, Léon. Major, le pollen qu'on a trouvé dans la voiture de la journaliste, il s'agit d'un hybride de Chrysanthemum indicum et de Chrysanthemum morifolium. Ça correspond à la grande majorité des chrysanthèmes. Tu veux dire ceux qu'on trouve habituellement dans les cimetières? Exactement, gravier plus chrysanthème égale cimetière. Le tueur a probablement visité une tombe avant d'enlever la journaliste. Mais alors dans quel cimetière, ça, je peux pas vous dire. Les cimetières, malheureusement, il y en a partout, impossible de tous les visiter. Ah, c'est bon, Léon, c'est bon. Un cimetière, je crois qu'on en a un. Gravier plus chrysanthème égale cimetière. Le tueur a probablement visité une tombe avant d'enlever la journaliste. Ça ressemble à n'importe quel gravier dans n'importe quel cimetière. Oui, mais Katia est venue dans ce village. Cette marque, c'est la signature du tueur. C'est un cœur.
Jeanne Saint-Brice, la dernière, est morte en 1915. Ça fait 92 ans. Qui peut bien continuer à fleurir ses tombes après tout ce temps? Pourquoi le mortier récent sur la plaque? Tu as vu? Comme un butin. 3 encoches, 3 disparus. Bonjour, Madame L'Herbier. Je suis la secrétaire de mairie. Vous cherchez quoi exactement? On voulait savoir si quelqu'un a été enterré dernièrement dans ce caveau. Les Saint-Brice? Ils n'ont plus personne dans le village depuis au moins 30 ans. Les derniers petits cousins sont aux États-Unis depuis 20 ans. Mais il y a quelque temps, quelqu'un a payé pour acheter la concession à perpétuité. C'était quand? Il y a 3 ans. 3 ans? Élise Martel a disparu il y a 3 ans. Payé comment? C'était un mandat. Je m'en souviens, parce que c'est rare, les familles qui soient attentives aussi longtemps à leur mort. On n'a pas besoin de justifier son identité quand on envoie de l'argent. Donc ce sont pas forcément les Saint-Brice qui ont envoyé ce mandat. Il faut ouvrir ce caveau. Trois femmes. La mieux conservée date de 6 mois. Valérie Vissac. La seconde, 18 mois à peu près. On a encore les chairs. Christine Silva. Et la troisième, la plus ancienne. Pas moins de 3 ans. Élise Martel. D'après son dossier, elle s'est fracturé le tibia gauche à l'âge de 20 ans. Eh ben c'est ça. Elles sont toutes là. Merci. Le tueur a payé la concession du caveau pour être certain d'avoir la paix. Ça veut dire qu'il connaît bien ce village. Où il est vit, où il a vécu. Capitaine, venez voir. Regardez ce qu'on a trouvé à côté des corps. C'était juste en dessous, posé sur un cercueil. Une blouse médicale, des escarpins de femme. Le tueur a voulu représenter la femme qu'il aimait. C'est en souvenir d'elle qu'il l'a tuée. Qu'est-ce que vous leur voulez à mes gars? Dès qu'il y a un problème, c'est forcément de chez nous que ça vient. Ils ont déjà du mal à se réinsérer. Lundi dernier, dans la matinée, un de vos gars a été vu à Floirac au volant d'une camionnette trafic. C'est lui que je veux voir. Lundi, j'avais Kert sur Floirac. Joël Kert. Il est un peu bizarre, c'est vrai, mais il est pas méchant. Et vendredi, il était où? Je l'avais envoyé à Langon chercher une armoire. Seul? Ah oui, pourquoi? Il est rentré à quelle heure? Vers 21h, le gardien vous dira. Moi, j'étais déjà rentré chez moi. Et il est où en ce moment, ce Kurt? Par là. Jean-Louis, tu peux aller me chercher Kurt, s'il te plaît? Il est parti à pied 1 heure avec son sac. Allez faire un tour. Oui. Luc, dis à Nadia de m'envoyer une équipe de TIC. Une camionnette à examiner. Vu l'écartement des roues, c'est le même type que celle de la grotte. On a un suspect en fuite, Joël Kurt. Essayez de voir s'il est fiché. Ah. Alors Kurt, Kilo Echo Romeo Tango, né le 25 mars 1978 à Sestac. Ouais, tu lances un avis de recherche. Eh ben, voilà Kurt. Je vous avais bien dit qu'il était pas loin. Oula, j'ai capé, moi! Eh, demandez au fort, je travaille normal, j'ai repris une activité normale. Il a été condamné à l'adolescence pour avoir agressé une infirmière de l'hôpital où il était soigné. Elle était gentille avec lui, il n'a pas supporté qu'elle le repousse. C'est ce qui a pu se passer avec Florence Talley. Capitaine, ce Kert est un marginal qui agit sans rien planifier. C'est tout le contraire de celui qu'on recherche. Il a réussi à mettre 3 femmes dans un caveau et il a été assez malin pour payer la concession à perpétuité. Jamais Kert aurait pu faire ça. Mais Florence n'était pas dans la tombe avec les autres. Il y a peut-être 2 tueurs. Mais Katia! Celui qui a tué Florence a aussi enlevé Katia. Et c'est pas Kert. Et pourquoi pas?
Il y a 3 mois, Katia est allée faire un reportage au Secours français. Et Kurt s'y trouvait. Mais pour moi, c'est qu'un hasard. Kurt se trouvait sur le chemin de Florence Tallet le jour où elle a disparu. Je trouve que le hasard a bon dos avec vous, Mathilde. Vous êtes sûre de ne pas essayer de faire plier la réalité à vos théories? Je crois pas, mon capitaine. Il y avait des vêtements de femme dans le caveau. Le tueur a voulu figurer celle qu'il aimait et qu'il a perdue. Pour lui, que cette femme l'ait abandonnée ou qu'elle soit morte, elle l'a trahi. Et il se venge sur celle qui lui ressemble. Il se console en exerçant sa domination sur ses victimes. Et alors, vous savez qui c'est, cette femme? Pas encore. Mais on doit pouvoir l'identifier et remonter jusqu'au tueur. D'accord, Mathilde, d'accord. Guimara a raison. Certaines pistes peuvent se croiser. Le temps presse. Il faut tout explorer. Continuez de votre côté, Mathilde. On s'occupe de Kurt. La blouse blanche trouvée dans le caveau appartient à une femme brune. J'ai récolté quelques-uns de ses cheveux sur cette écharpe et sur le col de sa blouse. Ça va? Ouais. Oui, cette blouse, infirmière ou médecin? Écoute, pour l'instant, c'est assez difficile à dire parce que j'ai pas de traces de sang, pas d'urine, pas de sécrétion particulière et pas de produits médicamenteux. Donc, à mon avis, c'est une blouse qui a été utilisée dans un cabinet de ville pour des consultations. Et probablement par une femme médecin plutôt qu'une infirmière. Vu la marque des chaussures et le prix qu'elles ont dû lui coûter. Donc une jeune femme élégante et qui avait les moyens. Et qui chaussait du 40. Dis-moi, cette forme, là, c'était la mode il y a quelques années, non? Oui, il y a 5 ans. Et d'après le fabricant, il n'y a que 3 boutiques dans Bordeaux qui diffusent cette marque et qui ont vendu ce modèle. Donc ça devrait vous aider à remonter facilement à la cliente qui a acheté cette paire. Ça prendra trop de temps. Ça fait bientôt 48 heures que Katia est entre les mains de ce cinglé. Merci, c'est bon. D'accord. Méchant doute. On a interrogé tous les psys de la liste établie par Luc et on a un suspect, Norbert Duncan. Le journal de Katia a fait un article sur lui il y a un mois environ. Il organise des séminaires et des conférences dans toute la France et à l'étranger. Son cabinet ne répond pas et un disque annonce qu'il est en déplacement jusqu'à demain. D'après son portable, jeudi soir et vendredi, il se trouvait en ville. Vendredi matin, Katia a interrogé la journaliste qui a écrit l'article sur Duncan. Elle lui a demandé ses coordonnées. Donc elle était sur sa piste. Vous savez où on peut trouver Duncan? J'ai trouvé ça près du fax. C'est l'écriture de Katia. Monsieur Kert, vous l'aimiez bien, Florence Tallet. Elle était gentille avec vous. Et l'autre jour, vous l'avez suivie en camionnette. Je voulais juste lui montrer une jolie lampe que j'avais récupérée chez des gens. Et puis je savais que ça lui ferait plaisir. Bon, et après, monsieur Carte, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. Madame Tallet, elle m'a remercié. Puis elle m'a dit que j'avais bien compris ce qu'elle trouvait beau. Alors pourquoi vous avez essayé de vous enfuir quand vous m'avez vu? J'aime pas les keufs. Ils sont toujours à vouloir me coller tout un tas de trucs sur le dos. Moi, je pense surtout que vous avez voulu garder Florence Tallet pour vous tout seul. Moi, j'aurais bien aimé, c'est sûr. Mais Madame Tallet, elle était pas pour moi. Et puis elle voyait un autre type déjà. Et c'était pas son mari, hein. J'aurais bien pété sa bouche à celui-là. Mathilde avait raison. C'est pas Kert. Florence Tallet était en relation avec un homme qu'elle rencontrait rue des Merisiers, au Bouscat. Ah, mais c'est l'adresse du cabinet Duncan. Mais il est introuvable depuis 3 jours. Moi, je sais où il sera dans 1 heure. Monsieur Duncan? Oui? Vous êtes en état d'arrestation. Vous entrez enfin? Emmenez-le. Florence Tallet était ma patiente. Elle est passée à mon cabinet il y a 10 jours. Elle avait du mal à se positionner entre son mari, sa fille et son désir de liberté. Ce qui est arrivé est affreux, mais j'ai rien à voir là-dedans. Et mardi, vous étiez où? À Nice pour un séminaire. Hôtel Bristol, chambre 215. Je suis parti lundi soir et rentré jeudi, vol Air France. Vous pouvez vérifier. Mais c'est ce qu'on va faire. Cette jeune femme, elle vous a appelé vendredi. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais enfin, rien du tout. Je l'ai vue 5 minutes. Elle est passée au Palais des Congrès quand je préparais mon intervention, je trouve. Monsieur Duncan. Oui. Excusez-moi. C'est moi qui vous ai appelé ce matin. Ah oui. J'ai besoin de savoir si vous vous souvenez avoir déjà vu cette personne. Non, jamais. Mais qu'est-ce que vous cherchez?
Christine Silva était mon amie. Elle a disparu il y a 18 mois. Elle m'avait parlé de vous et je sais qu'elle suivait au séminaire. Je vois pas le rapport avec la disparition de votre ami. Un jour, je l'ai déposée chez un homme qu'elle avait rencontré en suivant votre enseignement. C'est lui que je cherche. Écoutez, je suis désolé, mais je ne connais pas le visage de tous les gens qui s'intéressent à mon travail. Mais puisque vous savez où ce type habite... Dans un petit village près de Cadillac, c'est à peu près le seul souvenir que j'en ai. Mais évidemment, je continue à chercher. Et vendredi soir, vous étiez où? À Marrakech. J'ai pris l'avion à 16h30 avec une amie. Riyad de la Palmeraie, je viens de rentrer. Voyagez beaucoup, monsieur Duncan? Oui. Ça vous dérange? Désolé, je n'y connais pas. Alors tout ce que je peux faire, c'est vous communiquer les coordonnées de mes patients et des gens qui prennent contact avec moi par courrier ou via Internet. Voilà. J'ai épluché la liste. Aucun patient de Duncan habite Tabarnak. Il n'y a aucun de ses correspondants. Et pourtant, c'est à Tabarnak, près du lavoir, que Katia cherchait la maison du tueur. Et c'est là qu'on a retrouvé les corps des 3 autres disparus. La brigade a visité les maisons, ils ont interrogé tous les résidents. Ils n'ont trouvé aucun suspect. Des personnes âgées, des femmes seules, des familles avec de jeunes enfants. Et ils ont tous un alibi. Pourtant, le tueur a un lien avec Tabarnak, d'une manière ou d'une autre. Oui. Pourtant, il se trouve là, dans cette liste de noms. On va la voir, mais il faut que Katia tienne le coup. On l'a retrouvé. C'est eux qui l'ont découverte il y a un peu plus d'une heure. Ils ont vu une voiture grise s'éloigner. Le tueur l'a déposée ici pour qu'on la trouve rapidement. Il provoque. Étranglée, comme les autres. Et il y a très peu de temps. Nadia, sa poitrine, regarde si... Elle n'a pas été torturée, Mathilde. Il l'a pas jugée digne de son rituel. Elle a eu les poignets et les chevilles attachés. Et elle a sûrement essayé de se libérer parce que les liens se sont profondément enfoncés dans les chairs. Elle s'est défendue. Elle était forte, elle a dû le provoquer, il n'a pas supporté. Si seulement elle avait pu tenir quelques heures de plus, on l'aurait libérée. Il sait qu'on a exhumé le corps de ses victimes et qu'on est sur ses traces. On va la voir, Mathilde. Je sais. Mais pour Katia, c'est trop tard. Et plus rien pourra changer ça. Laisse. Faut qu'elle apprenne. Viens. Je te ramène. Non, j'ai pas envie de rentrer. Même chose. Je sais ce que tu ressens. Tu te dis que t'as envoyé Katia dans la gueule du loup, que t'aurais pas dû lui parler, partager tes infos avec elle. Elle est morte parce que j'avais envie de son amitié, que je me suis sentie bien avec elle. J'ai pas su la boucler, Martin. Katia, c'est une pro. Elle savait très bien qu'elle avait affaire à un tueur. Elle avait toutes les cartes en main. Elle était imprudente. Toi, tu es pour rien. Elle voulait m'aider à coincer ce malade. Elle cherchait aussi un scoop. Oh, arrête. Je la connais, ton histoire avec cette journaliste morte en Bosnie. Mon père était là-bas pendant la guerre, il m'a tout raconté. Ça n'a rien à voir. Tu sais quoi? Tu l'as trouvée morte dans un charnier. Quoi d'autre? Bah, vas-y, dis-moi. Et qu'elle était enceinte de moi. Ça. On te l'a dit? Je suis désolée. Anna est morte
Parce que j'ai trop parlé. Alors je lui ai balancé des infos sur les mouvements des miliciens. Je pouvais pas prévoir qu'elle irait seule. Et encore moins qu'elle se ferait tuer. Anna m'avait caché qu'elle était enceinte. Dans ses notes, elle disait qu'elle voulait changer de vie. Et comment t'as fait après? C'est la culpabilité qu'il faut apprendre à gérer, Mathilde. La douleur, on peut vivre avec. Ça va aller? Reste avec moi. Ce serait pas une bonne idée. Repose-toi. Et à demain. Je suis désolé pour la journaliste, adjudant. Vous avez appelé les gens qui occupent les maisons autour du lavoir? Oui. Pas de médecins, de psy ou d'infirmiers dans leur entourage? Aucun de ceux que nous avons pu interroger. Il vous manque qui? 3 foyers. Une femme seule, divorcée, au numéro 8. Elle est en vacances avec sa fille pour 1 mois. Un veuf de 78 ans, au numéro 15. Et un jeune couple sans enfant au numéro 12. Ils ont mis leur maison en vente pour cause de mutation professionnelle. Vous avez les coordonnées de ces personnes? Je voudrais les joindre. Ouais. Tenez. Merci. T'étais à l'IML? Oui. J'ai le rapport d'autopsie. Le légiste n'a trouvé aucune trace de torture sur le corps de Katia. Pas de scarification, rien de tout ça. À quand remonte le décès? Une douzaine d'heures. Le tueur l'a gardé beaucoup moins longtemps que les autres. Oui. Elle a dû lui résister. Elle lui a pas montré qu'elle avait peur. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle avait du cran, cette fille. Elle a gardé la tête froide jusqu'au bout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce qu'on a retrouvé dans son estomac. Elle l'a probablement avalé juste avant de mourir. C'est une médaille de naissance. Et c'est pas la sienne. Sylvie, 11 mars 1968. C'est un message pour nous, ça. Mathilde? Katia savait qu'elle allait mourir. Elle a voulu nous aider à coincer son assassin. C'est Sylvie. C'est à elle la blouse blanche et les chaussures qu'on a retrouvées dans le caveau. C'est elle l'élément déclencheur. C'est elle que le tueur aimait et qu'il a perdu. Il avait dû subtiliser sa médaille et la gardait précieusement. Avec ce prénom et la date de naissance, on doit pouvoir remonter jusqu'à lui. Ouais. Il faut trouver une femme médecin ou une infirmière qui est morte il y a quelques années. Le tueur doit se trouver parmi ses proches. Ok, j'arrive. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur, dame. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que par hasard vous auriez vu cette jeune femme vendredi après-midi? Bah oui, elle était dans une voiture jaune. C'était vers 5 heures. Elle m'a demandé un renseignement. Quel renseignement? Elle voulait savoir qui habite là, dans cette maison. D'après nos recherches, il s'agit d'un homme âgé, monsieur Molly, c'est exact? Oui, c'est ce que je lui ai répondu. Madame Molly est morte il y a 6 ans et son mari s'est installé dans une maison de retraite. Ils ont des enfants? Un fils, je crois bien. On y passe de temps en temps pour voir si tout se passe bien. Et vous savez où on peut le trouver, ce fils? Il est kiné, mais où, ça j'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous leur voulez? Je vous remercie. Oui, Mathilde. Je t'entends pas, là. Mathilde, tu sais, Sylvie, on a trouvé, c'est Sylvie Sauvage, gynécologue. Elle est morte dans un accident de voiture le 27 août. Un an après, jour pour jour, la première victime disparaissait. Sylvie Sauvage avait monté un cabinet médical avec 2 autres médecins à la Réole. On y va. Tu nous rejoins? La
mort de Sylvie Sauvage nous a tous fait un choc au cabinet. Elle était si jeune. C'était une femme formidable, simple et chaleureuse. Une nuit, rentrant tard après un accouchement, elle a heurté un arbre. Et à part elle, qui d'autre travaillait ici à l'époque? Corinne Lacaze, la généraliste, et Édouard Molly, le kinésy. On peut le voir? Non, il vient pas tous les jours. Il reçoit aussi des patients chez lui. Les voilà tous les deux, juste avant la mort de Sylvie. Il avait quel genre de relation avec Sylvie Sauvage? Il l'adorait. Ils se connaissaient depuis le lycée. Elle l'aimait bien. Lui, il savait qu'elle n'était pas pour lui. Vous avez son adresse? Oui. J'ai laissé 2 messages à Mathilde, elle m'a toujours pas répondu. D'après la brigade de Tabarnak, elle a quitté le village. J'aime pas ça. Écoute, je la fais localiser par son portable et je file chez ce Molly là. Je retourne à Tabarnak. On se tient au courant. Ah, ah. Vous êtes bien sur le répondeur de Mathilde Delmas. Laissez un message. T'es où, Mathilde? Rappelle-moi en urgence, s'il te plaît. On a un suspect. Madame Molly. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Est-ce que cette jeune femme est venue ici, Madame Molly? Oui. Oui, il y a quelques jours. Pourquoi? Quand? C'était vendredi, elle venait de Tabarnak. Elle voulait savoir si on y avait habité. J'ai pas compris ce qu'elle cherchait. Je lui ai dit que non, et que la maison de mes beaux-parents était là-bas. Les parents de votre mari vivent à Tabarnak? Sa mère est morte il y a 6 ans et son père est Alzheimer. Il l'a mis dans une maison. Et de temps en temps, votre mari passe chez eux à Tabarnak, là-bas, pour voir si tout va bien, c'est ça? Il a une camionnette, votre mari, Madame Molly? Non, pourquoi? Mon beau-père avait un camping-car. Et je crois qu'Édouard l'a gardé. Et la jeune femme qui est venue vous voir, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle a attendu le retour de votre mari ou... Non, elle est partie. N'essayez pas de mentir, Madame Molly. Votre mari est un criminel, vous serez sa complice. Édouard, un criminel? Mais cette fille-là, il l'a juste croisée. Il lui a même pas parlé. Hé, qui c'est? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle voulait? Mais je sais pas, elle a posé des questions sur Tabarnak et sur une amie à elle que t'aurais vue là-bas. Quelle amie? Christine, il y a 18 mois, une jolie blonde. Tu es une maîtresse, Édouard, c'est ça? Pauvre idiote. Katia a dû le reconnaître, il a su qu'il était piégé. Dites-moi, Madame Molly, elle se trouve où la maison de vos beaux-parents à Tabarnak? Oui, j'y suis. La 4e maison à droite après le lavoir. Tu restes avec moi. Enzo, la voiture de Mathilde est là, avec la camionnette du tueur. Je sais que tu m'entends, Mathilde. Ne fais pas semblant. Katia a fait sa maligne. T'as vu le résultat? Au moins tes beaux yeux. Ouvre les mains, ou c'est moi qui te les sauve. Non, pas ça. Je vous en
Il te croyait forte, hein. Mais moi, je préfère quand t'es gentil. C'est mieux quand t'es gentil. On connaît Mathilde. C'est vraiment pas le genre de fille à se laisser faire. Elle est comme Katia. Non, non, elle sait exactement à qui elle a affaire. Mais Molly sait qu'il a plus rien à perdre. Faut faire très vite. Mathilde pense qu'il emmène ses victimes toujours au même endroit. Forcément un lieu qui est rattaché à son histoire personnelle. La planque de Molly doit correspondre à un lieu qui comptait pour Sylvie. Les souvenirs que la secrétaire a gardés de Sylvie en vidant son bureau après sa mort. Sylvie, c'était un jour magique, ton prince noir. Ben, j'en ai encore une. Elle devait aimer cet endroit. Elle a pu lui en parler, peut-être même l'y emmener. Luc, localise le château du prince noir. La voiture de Molly est dans la cour. Faut lui faire savoir qu'on est là. Préparez le laser. Ah, c'est bien. Ça y est, elle nous a vus. Elle va s'arranger pour que Molly soit loin d'elle et tourne dos à l'escalier. J'y vais. Attention, tenez-vous prêts, ça va être le moment, commandant. Moi, j'aimais bien m'amuser avec toi. Mais pauvre taré, mais tu vois pas que je me fous de toi depuis le début comme Sylvie? Top intervention. Ne me parle pas de Bravo pour votre sang-froid, Mathilde.